Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Talia, qui est diplômée en danse contemporaine au Mexique et qui a étudié la danse, les effets de la danse, et tu t'es spécialisée, si je comprends bien, dans la transformation de l'être humain à travers la danse et le chant. Donc bienvenue Oui, Talia. merci Robert, merci. Je suis contente d'être là ici. Comme je dis, j'ai un amour pour le Centre SOA et toute son équipe. Fait que merci pour cette nouveauté. Ben oui, merci d'être ici. J'ai vraiment hâte de plonger dans le sujet d'aujourd'hui avec toi. Donc, ce que je comprends, c'est ta pratique, c'est la neurodanse. Actuellement, oui, Oui, c'est une de mes pratiques principales. oui. Pourquoi? Parce que c'est une pratique qui n'est pas très connue encore dans le monde. C'est Mhm, une relativement nouvelle, on va dire une quinzaine d'années qu'on commence à mettre en ampleur la neurodanse. Je suis une des pionnières de la neurodanse ici au Québec. Je mm, sais qu'il y en a peut-être deux qui le pratiquent aussi. Mais c'est justement une discipline qui a beaucoup de possibilités, qui commence aussi dans les endroits ou les pays où c'est plus connu qu'ici. Ça commence à être aussi reconnu, appliqué par la clinique, par la médecine clinique aussi, comme wow. une forme alternative de connaissance de soi puis de guérison, on va dire. Mhm. Explique-nous un peu, c'est quoi spécifiquement la neurodanse? La neurodanse, il y a plusieurs venues, il y a plusieurs branches aussi parce que chacun peut avoir sa propre optique, mais en gros, ça va être l'aspect neurologique ou les neurosciences aussi appliquées à la danse. Qu'est-ce que Mhm, ça veut dire? Qu'on va mieux comprendre à travers le fonctionnement du système nerveux, comment est-ce que nous, on agit, on interagit, comment est-ce qu'on peut autoréguler notre système sympathique, parasympathique aussi, pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de soi, un meilleur équilibre, un meilleur fonctionnement aussi, mais c'est surtout, ça vient du mouvement conscient. mm, Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réagit aux émotions, comment est-ce qu'on réagit aussi aux situations difficiles, l'aspect aussi qui concerne le soi-même. Parfois, on va par la vie et on ne se rend pas compte que notre posture parle beaucoup de nos émotions, de qui on est, du bagage qu'on porte sur nos épaules. mm. Puis quand on reprend conscience, puis on commence à analyser d'où ça vient, qu'on met les choses claires pour savoir que, bon, il y a les deux hémisphères qui travaillent, il y a peut-être des organes qui sont en train de nous donner des informations, mais qu'on ne connaît pas nécessairement de première vue, puis que quand on a des symptômes ou des choses qui reflètent un malaise dans notre corps, que ce soit au niveau psychologique ou mental ou physique ou émotionnel, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller traiter ça avec des spécialistes qui sont vraiment dans leur métier, qui est tout à fait reconnaissable puis tout à fait bien. Mais la neurodanse nous permet de connaître un autre aspect et de découvrir un autre monde, d'où ça vient, qu'est-ce que je fais avec ce que je trouve, puis comment je peux l'appliquer dans le futur à travers mon corps et mon mouvement, parce qu'on est des êtres que nous sommes en mouvement constant. Mhm. Et ça, depuis qu'on est conçu. C'est vrai. Tu partages énormément de sagesse avec nous. Je suis vraiment content d'entendre tout ça. La neurodance, je sais que tu as étudié aussi à l'UQAM Mhm. en plus. Donc, c'est vraiment, on dirait que quelque chose qui est appliqué, une science, mais un art également. Puis, tout ton parcours, ça a été, oui, en danse contemporaine, ce que je comprends au Mexique, mais en plus, tu as étudié à l'UQAM en danse spécialisée avec les gens qui ont des handicaps ou qui sont plus vulnérables. Mhm. Donc, tu as vraiment, vraiment poussé les études sur les effets de la danse et de la transformation humaine. Oui, oui, oui. Ouais. Ça a commencé, je veux te dire, parce que j'ai très le bon souvenir de à quel moment j'ai pu comprendre que la danse, c'est plus que juste performer ou être sur scène ou être Mhm. un artiste. Il y a plusieurs, plusieurs connotations qui peuvent venir avec la notion de l'artiste. Mhm. Mais j'étais professeur dans une école qui partageait l'édifice avec des personnes qui étaient dans une école de sourds-muets. OK. Et j'observais les langages des signes. Et pour moi, c'était une danse. Au niveau esthétique, c'était vraiment quelque chose que pour eux, c'est fonctionnel. Mhm.
Mais moi, je le voyais du côté esthétique. Je disais, c'est merveilleux comment le corps peut exprimer de façon fonctionnelle un message, des émotions, tout ça, à travers le langage des mains, à travers les expressions faciales, à travers la corporalité. Wow. Donc, j'ai commencé à créer des projets qui concernaient ou offerts pour les personnes qui avaient des déficiences de la voix puis de l'ouïe. Donc, j'ai jumelé la danse et les langages de signes. Et c'est comme ça que je te parle de début des années 90 au Mexique. C'est comme ça que je commençais à voir l'ampleur que la danse pouvait avoir comme effet sur les personnes qui n'ont pas un corps qui a toute la nuance pour faire la danse. Non, la danse est propre à tout le monde et est accessible. Puis on a tous le droit de découvrir la danse pour pouvoir exprimer, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire de ça un mode de vie. Donc, j'ai ouvert la porte à toutes sortes d'handicaps. J'ai commencé à me spécialiser, à faire des échanges avec des personnes au Mexique, aux États-Unis, des personnes qui, à cette époque-là, c'était quand même nouveau. Au début des années 90, ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était répandu ou plus reconnu de façon institutionnelle comme c'est l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut trouver des organismes qui se dédient juste à ça, plusieurs entités qui vont, surtout ici au Québec aussi, qui vont offrir beaucoup d'opportunités pour les personnes qui sont en situation d'handicap ou en situation de vulnérabilité. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé, parce que moi-même, j'ai trouvé que j'avais mes propres handicaps à moi, puis que j'ai découvert que tout le monde a des handicaps, puis pourquoi pas briser le stigme que quelqu'un qui dit moi j'ai un surpoids, je peux pas danser. Non, tu peux t'exprimer, la danse c'est pour s'exprimer. Ah, je suis trop petit, trop petite, trop ci, trop ça, trop large, j'ai pas de flexibilité, j'ai pas de coordination. Il faut briser cet stigme-là. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. J'avais découvert la danse contemporaine à ma jeunesse. J'étais passionnée de ça. Je voulais faire ça de ma vie et je me prépare pour entrer dans l'école professionnelle, l'école supérieure de musique et de danse de Monterrey, qui est une école professionnelle. Je m'avais préparée avec mes cours propédeutiques, est-ce qu'on dit ça? Je n'étais pas choisie. Pourquoi? Parce que je n'étais pas quelqu'un qui était flexible, j'étais comme pas douée pour la danse. Mais je me suis dit, qui dit que je ne suis pas douée? J'ai la passion en moi, c'est peut-être mon corps, je peux l'entraîner, tu vois? Puis c'est à ça que ça sert, la pratique, l'entraînement, mais si tu n'as pas ce que j'avais à l'intérieur, cette passion-là, et c'est pas pour me vanter, mais parmi les personnes qui sont dans ma génération, je suis une de collègues qui est toujours avec la danse, présente dans la danse, alors que moi, je t'ai refusé, mais j'ai continué, j'ai commencé. J'ai quand même été rappelée pour... quand je t'ai refusé, j'ai comme pleuré, mais je n'ai pas arrêté là, je suis allée me former ailleurs, puis quand ils m'ont vu, ils se sont dit « Ah, ben là, je me souviens de toi, viens-t'en là, on t'accepte maintenant. Fais partie, intègre-toi à l'école. » Et c'est comme ça que je suis arrivée à me diplômer de ma carrière de danse contemporaine au Mexique. Puis après ça, j'ai fait un bac en éducation. Ça m'a permis aussi d'avoir tout le fondament pour enseigner la danse, pour comprendre la pédagogie, pour comprendre tout l'aspect qui est... Il y a beaucoup de tendances dans la pratique des arts qu'un exécutant peut après enseigner. Oui, on peut le faire. Oui, on peut avoir les habiletés ou les compétences pour le faire. Mais je pense aussi que ce n'est pas parce que tu es bon en exécution, en interprétation, que tu peux enseigner. Il faut quand même avoir certaines connaissances, certaines habiletés. En tout cas, moi, j'ai croyé en ça, puis je me suis formée en faisant un bac en pédagogie pour pouvoir être fière de ce que je pouvais partager. C'était vraiment fiable. Pour les élèves, pour les artistes que j'ai formés, parce que je formais des artistes en étant professeur à l'école où j'ai enseigné. J'ai dû passer par toutes sortes de formations. J'ai croyé en moi-même. Fait que... Ben oui, puis on sent ta passion, puis on sent ta vitalité. Tu es comme un exemple vivant de la neurodanse. Donc, parle-nous un petit peu, peut-être, de qu'est-ce que tu crois que c'est l'impact de la danse? Parce que ça me semble tellement naturel, humain, profond, ancestral, quasiment la danse.
Est-ce que tu as exploré ça un petit peu, puis tu as une perspective là-dessus? Disons que quand on décroche un peu de son rôle d'artiste, de son rôle dans mon cas d'enseignante, dans mon rôle, on va dire, d'intervenante de la danse auprès des communautés vulnérables, quand je peux décrocher de ça, il faut que je me retrouve comme l'être humain que je suis, démuni de plusieurs choses, démuni on va dire, de connaissances, comme Socrate le dit. Je ne sais pas comment le dire en français, mais je solo sais que no sé nada. Ouais. Ouais. OK? Fait qu'on décroche de tout rôle qui vient accompagné par les titres, par les connaissances, par l'expérience et tout ça. Et tu viens à l'essence de toi. Et là, tu peux avoir la sagesse d'observer autour de toi la nature qui bouge, qui danse. Là, je regarde ces fleurs-là qui sont en train de bouger avec le peu de vent qu'il y a, les arbres, les nuages qui passent, d'entendre les sons de la nature. Donc, quand on reconnecte avec la nature, on voit que tout autour de nous, c'est vivant, ça bouge, ça chante, il y a une vie propre. Puis en fait, c'est de ça que les ancêtres se sont inspirés pour faire les traditions du mouvement, les rituels de chant, les peintures, les sculptures avec les totems, toujours voulant exprimer quelque chose, mais il n'y avait pas des écoles à l'époque. Il n'y avait pas quelqu'un qui te disait fais comme ci, puis fais comme ça. C'était vraiment inspiré de la nature. Mais là, aujourd'hui, on a plus de possibilités. On a plusieurs possibilités, mais on n'a plus la pratique de arrêter ça, décrocher, puis revenir, puis faire comme je suis zéro, puis j'apprends à partir de mon premier regard autour de moi. Quand je te vois bouger la tête, puis je dis oui, c'est un mouvement qui est sûrement connecté avec tes émotions. C'est inné, tu vois. C'est ça qui est magnifique. On dirait que c'est quelque chose de tellement naturel, humain, mais tandis qu'on avance à un rythme super rapide en Amérique du Nord. C'est pas tout le monde qui danse. C'est pas tout le monde qui prend le temps de bouger, de connecter avec son corps, son être. Tu sais, peut-être qu'ils vont dire justement des excuses, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop ci, je suis trop ça, mais ultimement, c'est quelque chose qui nous connecte tellement au moment présent, selon ce que je comprends, selon mon expérience personnelle. Tu sais, au moment présent, qui nous connecte à notre être aussi, qui nous permet de nous exprimer. Donc, comment est-ce que la neurodanse, c'est différent de, admettons, les autres styles de danse? Si je m'arrête, par exemple, à écouter mon corps, à observer mon corps, ça se passe beaucoup dans les pratiques, par exemple, méditatives, la pleine conscience, le breathworking, non? On doit comme vraiment débrancher toutes sortes de distractions, puis connaître que ma propre respiration à moi, ça fait partie de ma vie. C'est le premier souffle qui m'a fait être dans ce monde-là. Et c'est le dernier souffle qui va nous permettre de connecter dans ce monde physique. Et tout ça, c'est un mouvement constant. Tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires. Et si on continue avec cette conscience-là, donc là, tu commences à comprendre dans ton cerveau, dans ta conscience, que c'est un mouvement en soi que tu peux commencer à développer pour que tu saches quand tu es stressé, la respiration est plus entrecoupée, la respiration est plus serrée. Donc, quand tu peux entraîner ton cerveau à comprendre comment le fonctionnement de ton propre corps est, là, tu vas pouvoir mieux gérer ta respiration, tes pensées, tes comportements, rompre des comportements qui sont habituels, qui sont parfois toxiques, mais qu'on ne se rend pas compte. Donc, la neurodanse va te revenir à l'état mental où tu vas comprendre comment tu peux gérer ton système pour que ça fonctionne à faveur de toi ou en faveur de toi. Et que parfois, les gens aussi dans le concept de neurodanse disent ça leur fait peur. Ça leur fait peur, le concept, parce que ça
ça se pense trop neurologique, puis ça se pense trop danse. Donc, je ne danse pas et je connais rien sur la neuroscience, fait que j'ai rien à faire là-dedans. Non, c'est au contraire. C'est tellement doux puis tellement gentil, la neurodanse, la pratique de la neurodanse, parce que c'est vraiment de se connecter avec soi, d'avoir une connaissance de soi dans tous les aspects. Et là, tu commences à comprendre que non seulement il y a le côté méditatif, non seulement il y a le côté de la compréhension de la respiration, non seulement il y a le côté qui te permet de bouger et de créer des danses, le côté créatif aussi. En neurodanse, on travaille 6 potentiels. Le potentiel vital, le potentiel de la conscience, le potentiel de la transcendance, le potentiel créatif, le potentiel affectif, puis il m'en manque un. Mais bref, c'est comme tous les aspects, les sphères de l'être humain qu'on peut travailler pour qu'en dans le fond, en fin de compte, ce qu'on veut, c'est que tu prennes conscience en bougeant, puis que par la suite, tu sois conscient de comment tu exprimes tes émotions, comment tu peux adhérer à tes émotions quand il y a des situations de choc, des émotions de choc, des émotions disruptives, parce qu'on vit quotidiennement avec ça. Puis, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enfermer ou on va les cacher, on va les somatiser. Qu'est-ce qu'on fait après? Bon, on va visiter les médecins, on prend la pilule, puis là, le pattern se répète. Mais tu n'arrives pas vraiment à avoir une connaissance de qu'est-ce que ton corps est en train de te dire à propos de toi-même, de ta psyché. Psyché. Psyché? Oui, je pense que c'est ça le terme. De tes sensations, de ta perception, de tes émotions, de tes sentiments, de tes actions. C'est complexe. Mais comme je dis, il y a une douceur dans la neurodanse parce que tu peux aussi commencer à refléter, à libérer ce que toi, de façon très enracinée en toi. Et c'est là que tu découvres que tu avais quelque chose. Ça m'est arrivé qu'il y a des consultants qui viennent pour une X raison, puis en faisant la pratique de la neurodanse, découvrent qu'il y avait quelque chose d'autre qui était caché chez eux, qu'ils n'avaient pas reconnu, qui est sorti durant le processus, puis que, je libérais quelque chose que je n'avais jamais imaginé qui était chez moi, qui habitait chez moi, puis que j'avais besoin de traiter ou de guérir. Et c'est ça, on va aller chercher vraiment. Donc, en quoi c'est différent la neurodanse? C'est un peu ça. On ne cherche pas l'esthétique de la danse, on cherche des mouvements organiques, naturels et cohérents avec qui on est. Wow, c'est vraiment profond. Tu as parlé du mot somatique, donc somatiser. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, spécifiquement? C'est quand tu reçois, on va revenir au concept des émotions disruptives, des diagnostics de choc. Tu reçois un des deux ou tu fais face à des émotions disruptives. Normalement, par exemple, quelqu'un qui vit la violence conjugale ou la violence domestique à la maison depuis la petite enfance, puis là, l'enfant va essayer de se protéger en cachant, en faisant plusieurs réactions que parfois les adultes ne vont pas porter l'œil ou ne vont pas voir nécessairement, puis qu'on va normaliser. Même chose, comme je dis, avec la violence conjugale, plusieurs choses aussi. Oui. Donc, on commence à garder, puis à traîner dans le pot à l'intérieur de nous des émotions qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas observables parce qu'on essaie de se protéger comme un mécanisme de défense aussi. Ou vient l'effet contraire, c'est des gens qui sont tellement abusés dans leurs émotions que vont refléter ça par le contraire, par eux-mêmes être violents, agressifs, rebelles, contestataires, etc. Donc, on commence à somatiser des émotions et on commence à somatiser aussi surtout au niveau physique. Des personnes qui vont avoir souvent des maux de tête, qui vont avoir une lourdeur sur les épaules, qui vont commencer à avoir des problèmes des genoux parce qu'il y a beaucoup de poids qui portent sur, on va dire, sur les épaules ou qui a plus de flexibilité dans leur vie, donc des problèmes des genoux, l'arthrite, l'arthrose. Ça, c'est somatiser, c'est convertir de façon consciente ou inconsciente les émotions
disruptif qu'on va avoir au long de notre vie et de permettre que ça se transforme en un état physique ou psychologique qui va être reflété par d'autres portées d'entrée ou de sortie. Mais c'est fascinant parce que justement, c'est comme des émotions qui se convertissent en tension peut-être dans le corps ou comme tu dis, même dans l'esprit. Puis je trouve qu'en médecine, médecine allopathique qu'on connaît de nos jours, ils vont moins mettre l'emphase là-dessus, mais c'est une méthode plus ancienne de voir le corps qui est naturelle aussi à l'être humain. De voir, OK, j'ai une émotion, mais si je ne l'exprime pas ou si je ne la reçois pas ou je ne l'écoute pas, puis je fais juste la réprimer, la stocker, des fois on dit que les émotions se stockent dans le corps. Donc, c'est un peu avec ça que tu travailles. Mm-hmm. Et pour ça aussi, j'ai compris que la neurodanse est très complète pour ça, mais j'ai découvert sur la route aussi la biodécodification transpersonnelle. Ça donne plus d'informations dans le bagage ancestral. Donc, c'est là qu'on comprend beaucoup la somatisation, d'où ça vient. Quand j'explore, par exemple, avec les consultants, il y a quelqu'un qui me vient avec des pleurs, des situations où on me dit « je pleure tout le temps et je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ma vie », mais donc c'est sûrement une douleur qui est là quelque part, qui se déclenche par des effets dont on n'est pas conscient. Puis parfois, ça vient de nos gènes héréditaires, génétiques, mais beaucoup, ça vient du côté épigénétique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'épigénétique? C'est tout ce qu'on adhère à notre génétique, mais qui vient de l'extérieur. On répète des patterns, on répète des comportements, on répète, et tellement on le répète que ça fait de nous une deuxième nature. Et donc là, on va comment on va dire, on va donner ça générationnellement à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, on va aller, au lieu de continuer vers l'avant, en laissant des héritages comme ça qu'on ne veut pas, avec la biodécodification, on va aller vers l'arrière, on va voir qui sont surtout nos deux générations précédentes, puis voir où, avec un génogramme, par exemple, de voir qui sont tes grands-parents paternels, tes grands-parents maternels, les parents, la famille paternelle-maternelle, puis là, voir qui fait quoi, où je répète des patterns qui sont comme ça, d'où ça peut venir cette somatisation-là que je suis en train de répéter. Et on ne va pas aller guérir ce qui est déjà derrière. Souvent, les grands-parents sont déjà décédés. On ne va pas venir leur donner une leçon de vie pour qu'ils changent non plus, à nos parents non plus. On n'est pas responsable d'eux. Mais c'est moi qui peux rompre ça. Puis dans la biodécodification, on travaille sur 4 R, qui est, laisse-moi voir si je me rappelle bien, c'est le reconnaître qu'est-ce que je suis en train de vivre. Reconnaître. D'abord, si je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de vivre, ça va être un peu difficile. Donc, la première R, c'est de reconnaître ce que je suis en train de vivre. Deuxième R, c'est de reconnaître, c'est de rompre ces patterns. Bon, là, je vais te mentionner 3 sur 4, mais de rompre ces patterns-là, de ce comportement-là. Puis, l'autre R, ça va être de réparer. Si je ne reconnais pas, je ne peux pas rompre quelque chose que je ne sais pas, que je suis en train de répéter. Voilà, la 4e R, c'est la répétition. Je reconnais quelque chose que je répète, je vais rompre cette répétition que je reconnais, et ensuite je vais réparer cette répétition que j'ai reconnue, que je répète. Enfin, bref. Donc, la biodécodification va t'aider à savoir d'où ça vient, mais pour mettre une limite, puis transformer vers l'avenir. Mais c'est fascinant. J'ai étudié un petit peu l'épigénétique. J'ai compris qu'il y avait la nutrition aussi d'impliquer. Mais je ne savais pas que c'était tant au niveau émotionnel. Donc, comme tu dis, c'est au niveau émotionnel, comportemental. Je ne savais pas qu'il y avait des implications pour l'épigénétique. Donc, j'aimerais ça revenir aussi, parce que je comprends que la neurodanse, ça aide à transformer ça, entre autres, aux principes fondamentaux que tu as mentionnés tantôt de la neurodanse. Donc, tu en as mentionné 5. Est-ce que tu pourrais couvrir plus en profondeur ces éléments de la neurodanse?
Le potentiel vital, c'est de reconnaître qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici dans ce monde, de reconnaître, je vais le résumer de façon très pratique. Donc, le potentiel vital de reconnaître qui je suis et quelles sont mes capacités de vivre. Je suis en bonne santé, j'ai une capacité en tant qu'être humain global, intégral, holistique. Le potentiel affectif, c'est de reconnaître mes émotions vers moi-même, mais de voir aussi comment je suis capable de me relationner avec le monde extérieur. Des personnes qui sont trop fermées, des personnes qui sont trop... de reconnaître ça, notre capacité, nos liens affectifs. Mais ça ne va pas juste dans le sens vers les autres, vers nous, mais aussi surtout sur nous-mêmes. Le potentiel de la créativité, c'est de voir, on est des êtres créatifs. Veut pas, on est des êtres créatifs. Et on l'oublie. On l'oublie avec le temps par le paradigme de la société qui nous dit, à un certain âge, si tu vois les enfants, la première chose qu'ils vont faire, c'est découvrir, bouger, chanter, mettre les mains dans la bouée, prendre quelque chose pour goûter. C'est tout sensoriel, tout se passe dans l'exploration. Et ça, il y a un côté artistique aussi dans ça, parce que c'est par les arts, avant que la parole soit décodifiée, c'est par les arts, par la peinture, par le mouvement, par-ci, par ça, qu'on va exprimer, laisser les enfants s'exprimer. C'est une partie créative. Et là, on commence à suivre la neurodance appelle ça les quatre chevaliers de l'apocalypse, la politique, l'économie, la société, puis ils nomment comme les chevaliers qui affectent constamment de notre petit âge avec des croyances limitantes. Tu dois pas, parce que tu es une fille, tu dois pas faire si à ton âge, tu dois répondre, t'asseoir, aller, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on a besoin des normes de société, mais ça, quand ça va par-dessus notre potentiel créatif, on commence à le laisser non seulement en deuxième terme, on le laisse en dernier plan. En dernier plan. Quand tu te lèves puis tu ouvres ton placard, tu dis « Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? » OK! Tu commences à voir les couleurs, tu commences à utiliser ta créativité. Cuisiner, tu utilises la créativité. Décider quel parcours tu vas prendre la journée avec ton auto. Tu utilises ta créativité. Le discernement, c'est créatif. On est des êtres créatifs. Je suis en train d'écrire quelque chose quand je parle, quand je m'exprime. Enfin, potentiel créatif. Là, je me suis exprimée beaucoup sur les potentiels créatifs. Le potentiel de la conscience, c'est aussi de vraiment prendre conscience de tout ce qui nous entoure. Tous les potentiels sont interreliés. Il n'y en a pas un qui vit sans l'autre. Okay? Le potentiel de la conscience, c'est celui qui va c'est comme le résumé un peu de tous les autres. OK, je suis créative, j'ai développé ou j'ai conscience de mon potentiel affectif, de mon potentiel vital. C'est dommage, j'ai oublié le 5e. Mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Donc, c'est le potentiel de la conscience. Ne sert pas à grand-chose d'avoir conscience de ça puis de le laisser tomber dans la poubelle ou de le laisser en dessous de notre lit. Donc, il faut le mettre en pratique une fois que je prends conscience de ça. Le potentiel de la transcendance, c'est celui qui va nous relier à partir de notre conscience avec l'univers, parce qu'on ne peut pas, des êtres humains, dissocier de l'univers, de notre environnement. Donc là, tu commences à voir ta réaction avec l'écologie, avec le système écologique, avec le système social, avec tous les systèmes, les écosystèmes dont on est parti. Donc là, tu viens à un potentiel de la transcendance où tu deviens le tout. Et là, il faudrait que je me souvienne de celui qui me manque, mais là, venez me voir. Venez me voir parce que je vais vous donner toutes les informations. Ça, c'est juste en avant-goût. Mais c'est fascinant aussi, tu parles des potentiels, de tous ces potentiels-là, puis qu'ils soient reliés à la danse. C'est des concepts, des fois, que les gens vont prendre juste au niveau théorique ou pas nécessairement vivre. Mais j'ai l'impression que dans ta pratique, puis c'est une façon vraiment d'intégrer ça à une vie, au moment présent, à l'être.
Est-ce que tu dirais que c'est le cas ou... Je te dirais que oui, on peut intégrer ça dans notre vie quotidienne sans faute. Il suffit de ne avoir cette, comme j'ai dit tout à l'heure, le préjugé que la danse, je ne peux pas faire la danse. On fait de la danse parce que du moment qu'on bouge, si tu t'assois dans un wagon du métro, puis tu vois les gens bouger autour de toi, s'asseoir, si tu vois les interactions, tout c'est du mouvement, puis là, on peut comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de Calvin and Hobbes. C'est une bande dessinée, un petit enfant de 5 ans avec son toutou qui est un tigre, qui est dans son univers à lui. Le tigre, il est vivant, puis les deux vont créer des projets quand ils voient, je sais pas, une lampe. Oh, la lampe, c'est le vaisseau spatial, puis là, on va les deux porter un casque, puis on va visiter d'autres univers. Donc, c'est ça, c'est la même chose avec la danse. Si on développe ce sens aigu de l'observation, puis on va pouvoir voir que tout peut se transformer en danse. Et la danse ne se passe pas juste dans les écoles de danse. La danse ne se passe pas juste sur les scènes, dans les théâtres. Ça se passe partout. Et ce n'est pas juste les êtres humains. Si tu observes les animaux, comment se dit apareamiento? Quand ils sont en train de se... Quand ils se battent ou quand ils jouent ensemble? Pour la copulation. Ah, OK, ouais. Comment on appelle ça? Dans le fond, quand ils se reproduisent. Oui, mais l'étape avant, l'étape de la séduction, OK. ouais. C'est toutes des danses magnifiques. Et tu le vois dans toutes les espèces. Les girafes commencent à bouger, à faire des vagues avec les coups, s'entrelacent. Les hippocampes aussi, les paons. Ouais. Non, c'est magnifique. Quand on a la capacité d'observation puis de dire waouh, la danse est dans la nature, la danse est chez nous, la danse est partout. Là, on peut complètement changer la perception de la danse puis dire oui, moi, je peux danser. Oui, la danse peut transformer ma vie. Oui, le mouvement peut transformer ma conscience, ma façon d'être, ma façon de reconnaître mon corps comme un véhicule de vie. Absolument. Ben, c'est drôle que tu parles vraiment de ce niveau de conscience-là qui est l'observation vraiment aiguë. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent peut-être un peu plus endormis, si on veut le voir comme ça, ou qui sont peut-être pas conscients à ce niveau-là. Fait que c'est fascinant que tu l'amènes, puis tu l'amènes à travers la méthode que tu partages. Est-ce que tu dirais que des fois, les gens, c'est ça qu'ils viennent chercher à un certain niveau, ils viennent chercher comme un éveil de conscience quasiment à travers la danse? Oui. Moi, il y a des gens qui arrivent vers moi parce que j'aime danser, puis quand j'ai vu ça, première chose, ils se sentent attirés soit par le goût de la danse, ou soit par la curiosité, ou soit parce qu'ils sont vus par les témoignages que je partage qu'il y avait une autre façon de faire connaissance de soi. Parce qu'il y a des gens qui me disent, moi, j'ai ces problèmes-là que j'aimerais traiter. J'étais chez les psychologues plusieurs fois, les psychiatres, le médecin, le coach. J'aimerais chercher quelque chose de différent. Puis là, ça attire mon attention, ce que tu proposes. Puis, quand ils passent par le processus, ils sont tellement surpris de ce que la neurodanse peut apporter à leur vie. Et non seulement la neurodanse, parce que parfois, j'offre dans mes services, j'offre 5 disciplines. Et parfois, comment je fonctionne, je fais comme un appel de découverte avec le consultant. On fait connaissance. Qui es-tu? Qui je suis? Comment est-ce qu'on peut s'entendre? Comment je peux répondre à tes besoins? Donc, quand la personne me donne ces informations-là, je commence déjà à avoir une idée de quelles disciplines peuvent servir pour traiter ce que la personne cherche. Donc, je lui propose dans une prochaine rencontre ce qu'on appelle une planimétrie, une session d'évaluation de planimétrie. Je lui dis, mais regarde, d'après ce que... Puis on a des formulaires aussi, des questionnaires qui me donnent plus d'informations à propos de la personne. Je lui dis, moi, ce que je te propose, c'est
telle discipline, combiner avec telle discipline, peut-être une troisième discipline, ou juste ça, parce que là, tu as un besoin plus ponctuel. Mais en général, mes disciplines sont aussi interdisciplinaires. Fait que on va passer à travers la neurodanse, donc le mouvement conscient, la transformation à travers le mouvement conscient, mais aussi à travers la connexion, l'énergie, la transformation de l'énergie à travers le Reiki, que j'utilise aussi avec des fréquences sonores. Parce qu'il faut dire aussi, on ne l'a pas mentionné, mais je travaille beaucoup aussi avec le chant, la voix. Je ne suis pas improvisée là-dedans non plus. J'ai étudié la musique pendant quelques années à l'université. Je chante encore, mais j'étais plutôt chanteuse aussi parallèlement à ma carrière d'interprète et de danse il y a longtemps. Donc, puis aussi, j'ai fait des certifications qui prennent le chant comme une sorte encore de transformation énergétique. Parce que là, un autre outil pour exprimer, c'est la voix. Oui, exactement. Et quand on parle, on chante. Les différents accents, les différentes cultures, mais c'est très harmonieux aussi. Fait que quand on veut harmoniser quelque chose, on va travailler à travers la voix qui exprime, mais à travers les fréquences sonores et les fréquences quantiques de tous les sons à l'extérieur de nous, les fréquences qui ont une certaine liaison avec différentes parties de notre corps, différents chakras, parties physiques et émotionnelles. Donc, le son, c'est très guérisseur aussi. Oui. Et quand on fait, les consultants émettre le son guérisseur par sa propre voix ou par des chants, ça peut être des chants mantras, ou ça peut être des chants qu'on appelle ça les ikaros ou les chants médecine, qui portent déjà un message. Donc, la chanson porte un message guérisseur. C'est merveilleux aussi. Et si on combine ça avec le mouvement, et avec le mouvement conscient, et avec l'état méditatif du Reiki, avec la connexion de l'univers, avec la canalisation, la danse de chakras, bon, la biodécodification pour savoir d'où ça vient, bon, alors ça fait un package deal. Ben, c'est ça, tu partages un paquet fascinant de connaissances, toutes combinées en un. J'admire vraiment la connexion entre toutes ces choses-là, puis ça aide vraiment l'être humain à guérir, à se transformer, à évoluer, à faire des pas vers l'avant, puis aussi à relâcher des poids, que ce soit au niveau génétique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, pour lui permettre d'avancer, j'imagine, dans son chemin de vie, dans sa destinée à devenir la plus grande personne que cette personne-là peut devenir. Je voulais justement rentrer dans le son, dans le chant, parce que je sais que c'est une de tes disciplines. Donc, parle-nous un petit peu de ce que tu fais spécifiquement dans le chant, parce que c'est pas juste du chant pour chanter, c'est vraiment un peu comme la neurodanse, tu as un aspect vraiment spécifique au chant. Écoute, ce qui est fascinant dans mon parcours, c'est que j'adore être sur la scène, j'adore. En train de danser, comme chorégraphe, en train de créer, enseigner, j'adore être sur la scène pour chanter, j'adore ça. C'est une passion. Mais c'est encore plus fascinant quand moi je suis de l'autre côté, puis c'est moi la personne liaison qui peut offrir des outils pour que l'autre personne, à travers les arts qui me passionnent, puisse ensemble découvrir, qu'on puisse ensemble découvrir qu'est-ce que ça offre, les arts. Hein? Donc le chant, c'est une autre façon de voir la transformation des gens quand on commence encore par la respiration. Et la respiration, c'est comme la source de tout. Quand on inspire et on expire, il n'y a presque pas de son. Mais si j'inspire puis je lâche un son, là, je commence à émettre un son. Et là, quand je commence à convertir ce son-là à une voyelle, à une consonne, à une note, puis que je commence à ajouter des éléments, là, je ne me rends pas compte, mais je suis en train de créer par le son une création transformatrice qui, encore une fois, comme la neurodanse, c'est organique, c'est naturel et c'est cohérente avec moi. Je ne peux pas m'inventer une chose. Bon, je peux, mais ça ne fait pas de sens que j'invente quelque chose qui n'est pas cohérente avec ce que je suis, avec ce que je ressens, avec ce que je pense. Alors, comment est-ce qu'on peut être cohérente avec nous? Mais il faut se connaître d'abord.
poussé aussi parfois par la découverte de qui on est. Comme je te dis, parfois il y a des personnes qui viennent pour moi pour une chose, puis ils découvrent sur le chemin une autre. Donc, à travers la voix, je reviens encore à notre petite enfance, c'était le son. Sans mots, c'était une des premières façons d'exprimer par les pleurs, par le rire, par le Balbutiement. balbutiement, merci, les parents commencent à identifier, on commence, parce que moi je suis mère, à identifier un peu les sons, qu'est-ce que ça veut dire. On comprend les émotions par les sons. Quand on met la codification du langage, ça change un peu, mais on a toujours la possibilité de revenir à la source, puis de ne pas oublier que la voix, c'est aussi une expression qui va plus loin de notre corps et que le son permet d'avoir ce que pour la neurodanse ou la danse, c'est la kinésphère, notre espace vital. Pour la voix, c'est aussi un champ autour de nous qui peut créer notre propre champ quantique qui crée nos vibrations autour de nous. Je ne sais pas si vous avez vu l'expérience de l'eau, Oui. qui ont dit des mots qui résonnent, puis la goutte d'eau va changer toutes sortes comme un kaléidoscope. La voix, le son, il y a des vibrations dont on ne peut pas imaginer. Puis que c'est mieux de connaître comment est-ce qu'on peut aussi avoir un bénéfice de comment on peut utiliser les sons à notre faveur. Et en plus, en chantant, et je reviens au même paradigme de gens qui disent « Moi, je n'ai pas une bonne voix, je ne chante pas bien, je ne connais rien sur musique. » Tu n'as pas besoin parce que tu le faisais quand tu étais petit, tu l'as oublié et on t'a dit, tu as cru à des croyances limitantes qui t'ont fait croire toi-même que tu n'as pas les capacités pour le faire. Mais c'est tout le contraire. Il faut juste ouvrir la porte puis dire où est-ce que le son veut me porter, puis qu'est-ce que le son va me donner en retour, parce que cette énergie, ces couleurs, ces vibrations, ces sonorités, ces fréquences, puis toute particule dans l'univers est composée de ça. Donc, quand on se nourrit de ça, c'est transformateur. Oui. Et quand en plus on met un message, comme je dis, les chants médecine qui ont déjà, c'est souvent des chansons tribales ou rituelles de nos ancêtres qui ont chanté à la lune, au soleil, à la terre, à la vie, à l'âme. Tu vois, c'est des choses à la pensée, au bébé, à la naissance, à la mort. Tous ces messages-là font partie de notre vie. Et quand tu as ouvert ton cœur, ton âme et ton corps, le message peut être tellement puissant chez toi que ça peut te transformer aussi. Puis dans mes ateliers de chant, on peut même nous créer nos propres chants. Selon ce qu'on est en train de vivre, on va composer et on va le chanter et on va le transformer en musique. C'est fascinant parce que tu reviens vraiment à la nature de l'être humain, on dirait de plusieurs façons. Puis, j'avais jamais vu, entre autres, les gens, quand tu dis, quand on parle, on chante. C'est toute l'acuité ou la perception que quand on comprend ça, on fait « Ah, mais c'est vrai ». Puis, dans le fond, les gens vont avoir des croyances limitantes qui disent « Ah non, moi, je peux pas chanter ci, je peux pas chanter ». En mettant l'emphase sur les croyances limitantes, justement, comment est-ce que les gens peuvent, selon toi, transcender ces croyances, passer à travers puis les laisser derrière? Oui. Comment est-ce qu'on peut le faire? En biodécodification, on travaille beaucoup à chaque 7 ans. Septennios. Je ne sais pas comment dire ça en français. Septénie, peut-être? Peut-être. Septénie? Je ne connais pas le terme. Bon, des tranches de 7 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 7 ans? Tu n'avais pas beaucoup de croyances limitantes. Tu étais qui tu étais de nature. Entre 7 et 14, tu commences à avoir, la perspective des autres, peur du jugement des autres, répondre à des consignes. Tu commences à croire à ce qu'on te dit.
à l'école, à l'église, à la politique, tout ça. C'est bien de croire, mais si tu perds la capacité de ton identité, là, tu crois seulement à ce qu'on te dit et tu ne crois plus à toi. Et de 15 à 21 ans, c'est aussi une étape cruciale où, en adolescence et en préadolescence, tu commences à créer ta propre identité. Et c'est là qu'on se sent perdu. Mais si tu adhères ton identité à des mauvaises influences ou à ce qu'on te dit que tu dois faire ou ne dois pas faire, là, rendu à ton troisième tranche de 15 à 21 ans, là, tu es déjà formé quasiment en tant qu'adulte. Et avec toutes les croyances que tu as accumulées, ça va être un peu plus difficile de dire ça, je ne crois plus à ça ou ça m'a été imposé. Parce que si tu as perdu ton identité, c'est là le moment où tu dois quand même... nous, en tant que parents ou en tant qu'éducateurs, on a cette responsabilité aussi de pouvoir permettre aux jeunes, aux enfants, de quand même garder leur propre façon. Et l'école Montessori, c'est merveilleux pour ça. L'école alternative, où tu permets à l'enfant d'être lui-même. De vouloir prendre ses décisions, de vouloir prendre ou de le permettre de prendre ses responsabilités. Et d'ailleurs, Montessori, c'était une des fondatrices de l'école ou de la formation pour les personnes en perte de capacité, en vulnérabilité. Elle a beaucoup travaillé avec les personnes qui avaient perte de capacité cognitive, ce qu'on appelle aujourd'hui les personnes en situation de handicap. Donc, c'est de revenir à ça. Quels sont mes handicaps? Où je dois travailler? Où je dois revendiquer ma force? S'il y a une faiblesse, le DAFO, D-A-F-O, j'ai le terme en espagnol, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais de reconnaître nos forces et nos faiblesses. Ouais. Et puis, une fois que tu sais que tu as des croyances limitantes parce que tu n'as pas pu passer autrement à travers ça, ben c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui te dérange fondamentalement. Et c'est peut-être une croyance limitante qui t'a fait fermer la porte à ce qui est en train de cogner à ta porte. Bon, il y a un processus de transformation qui doit se faire parce que difficilement peut se faire tout seul. Pour briser ou pour rompre des croyances limitantes, souvent, on doit besoin d'être accompagné par un professionnel ou par un coach ou par quelqu'un qui va te faire... Oui, il y a beaucoup de gens qui le font à travers la lecture ou à travers de cours. C'est bien valide, mais si tu veux vraiment faire une transformation profonde, les psychologues et les psychiatres, psychiatres disent que tu as besoin au moins d'un an de processus. 6 mois à 1 an de processus de transformation pour que ça reste vraiment solide dans ta transformation. Ça peut se faire éventuellement, je ne veux pas dire que tu as besoin d'un an pour transformer, non, mais c'est la constance. Tu peux suivre de processus de transformation pendant 1 mois, 3 mois, mais si après tu lâches, il faut la constance. Il y a aussi les 21 jours de transformation quand tu le fais tous les jours, mais si tu les lâches au 22e jour, ça ne marche pas non plus. Ouais. Donc, c'est vraiment un travail de conscience qui est permanent, qui est constant, qui est une quête de... Peut-être que tu as trouvé la réponse pour certaines choses, mais il y a d'autres choses pour lesquelles tu as besoin encore de réponses. Et c'est jusqu'à nos derniers jours que je pense qu'on va être comme ça. Il y a des personnes, et je me trouve parmi ces personnes-là, que nous sentons très épanouies dans mon cas, d'avoir trouvé des réponses à beaucoup de choses. Oui, mais le chemin il est toujours là. Oui. Il va y avoir des choses parce qu'on est en constant mouvement, on est en constant... la résilience te fait aussi passer à travers, réussir à travers certaines choses, mais peut-être trouver d'autres défis dans ta vie. Et c'est ça la vie. C'est fascinant, je trouve, ta perspective. Surtout que tu parlais initialement de la respiration. Le premier souffle, ça sort, ça rentre. Tous les schémas de la vie aussi, les arbres, ça bouge, tout bouge. Puis je trouve que beaucoup de gens, des fois, sont ancrés dans une perspective, même qui sont même pas conscients des fois. Parce que moi, je l'ai reconnu, puis j'ai pu le changer, mais d'une perspective de blanc et noir.
Tandis que ce que je vois beaucoup à travers toi, ce que tu partages, c'est ma perspective, mais que c'est vraiment en lien avec la nature, l'intérieur, l'extérieur, l'évolution, tu sais, la respiration et l'expiration, les processus qui sont infinis, tu sais, la vie, pas juste la vie et la mort, mais le processus de la vie, ensuite le processus peut-être de la transition. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a comme une façon différente de voir la vie que tu as qui semble vraiment unique. Et ça, je me demande aussi, j'imagine la neurodanse puis la philosophie, les principes que tu as couverts t'ont aidé, mais est-ce qu'il y a des choses autres, là, tu parles à un certain niveau d'avoir des miroirs, donc un coach ou même des fois la nature ou un livre peuvent nous servir de miroir, mais comment est-ce que toi t'es arrivé à, à apprendre les choses ou... Et, j'ai, il y a un moment comme ça nous arrive à plusieurs personnes de ta vie où tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais de ma vie? Où je m'en vais? Mm. Qui je suis? Même si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Moi, ça m'est arrivé. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où je m'en vais? Qui je suis? Et comme je suis une personne de nature qui aime la recherche, comme tu as pu voir, constater, j'aime ça, la formation continue, j'ai trouvé un programme exceptionnel à la TELUC, à l'université TELUC, pré-pandémie, qui portait sur moi, je suis mon sujet de recherche. Le programme s'appelle Sens et projet de vie. Dis-moi si par le nom, ça ne va pas répondre à toutes les questions existentielles. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, où je m'en vais. Sens et projet de vie, c'est de redonner un sens à ta propre vie, mais en allant chercher qui tu es, d'où tu viens, où tu es positionné maintenant, puis où tu veux t'en aller avec ton projet de vie à l'avenir. Donc, je me suis inscrite à ce programme-là, qui est un micro-programme de 12e cycle. Et c'est celui que je disais qui porte sur des aspects philosophiques de la vie, psychologiques de la vie, ontologiques de la vie. C'est ce programme-là, social de la vie, culturel de la vie. Enfin, c'était un programme qui comportait toutes sortes d'éléments de notre vie que quand on arrive à cette crise existentielle, ça peut nous aider à avoir un chemin plus clair. Donc, c'est un programme comment on appelle ça, le mi-temps, 50 et plus. C'est idéalement pour les personnes 50 ans et plus. Donc, moi, j'étais parmi les plus jeunes, mais j'avais des collègues qui avaient 70 ans puis qui étaient à l'université pour étudier, pour prendre un sens à la vie. Puis, c'est fascinant parce que, comme je te dis, le sujet de recherche, ça porte sur soi. Et là, on découvre vraiment plusieurs choses. C'est ça qui m'a aidé aussi à moi. Donc, c'était pour moi un porteur de dire, OK, si je peux connaître à peu près beaucoup sur moi, c'est sûr que ça va être plus facile pour moi de pouvoir comprendre mieux l'être humain à l'extérieur de moi. Et ça, c'est venu aussi presque au même temps que je me suis certifiée dans toute cette autre certification neurodance, de chakra. Tout est venu comme en même temps. Mais il y a aussi un moment crucial qui est arrivé dans ma vie qui était le décès de ma mère. Donc, c'était la non-compréhension de la vie, la non-compréhension de la mort, la non-compréhension. De poser constamment des questions. Pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que je dois apprendre? Donc, pour moi, c'était, et je l'ai encore, cette question, la non-compréhension, je l'ai encore, je ne comprends pas encore plusieurs choses sur la vie et la mort. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est un constant aussi, on va dire, étude de soi ou de l'être humain, de la vie, de l'univers. Et donc, je peux te dire, hier, j'ai parlé à deux de mes collègues. Je fais partie aussi d'un collectif qu'on offre de retraites. On s'appelle Altma. Puis là, hier, dans nos conversations un peu philosophiques aussi, on s'est posé la question, qu'est-ce que je dois
lâcher prise en ce moment de notre vie. Et moi, tout l'été, qui est normalement un temps pour aller, puis prendre le soleil, puis nager, puis les vacances, puis la diversion, moi, j'étais malade. Je me disais, pourquoi malade en plein été? Au moins l'hiver, je peux me cacher à l'intérieur puis me guérir à la maison. Oui, et j'étais malade de la gorge, imagine-toi, une bronchite. Donc, je suis sûre qu'il y a quelque chose que je dois explorer chez moi qui est en train de me dire quelque chose. Et quand tu dis, si j'ai fait peut-être appel à quelqu'un ou à quelque chose pour venir en connaissance de moi, oui, j'ai besoin moi-même d'aller faire une certification, d'aller m'approcher de gens qui veulent comme moi découvrir un peu le monde, d'aller demander de l'aide aussi. Parfois, c'est difficile. Et il y a l'ego aussi qui joue un rôle dans, toutes les personnes. Hein? Il y a l'ego, ça vient avec nous. Sinon, on va le demander à Freud ou à Jung. Mais l'ego, ça peut jouer un rôle qui peut être à ta faveur ou contre toi. Et quand tu es un professionnel de ce que tu fais, parfois ton ego va te dire, mais non, c'est toi qui dois connaître tout. Tu dois faire ton processus toi-même. Guéris-toi toi-même, fais ta propre transformation. Tu n'as pas besoin de... Mais non, c'est pas vrai. Je reviens au potentiel de la transcendance de la neurodanse. On a besoin les uns des autres. Et donc, moi, je ne peux pas être... Sur certaines choses, je ne peux pas être autonome ou autosuffisante. J'ai besoin aussi des autres pour me compléter moi-même. Et c'est ça mon rôle aussi quand j'offre mes services aux autres. Quand je travaille avec quelqu'un, tu es en train de me nourrir aussi. Puis surtout, je dis, quand je rencontre mes consultants, je ne viens pas ici résoudre ta vie, mais te donner des outils pour qu'ensemble trouve les solutions que tu cherches. Et ça me forme à moi aussi. Oui. C'est important, ça, je trouve. Il y a beaucoup de gens qui vont promettre des solutions, mais d'avoir un cheminement qui est vraiment dans la conscience, qui est vraiment dans l'accompagnement, puis dans l'autonomie, la responsabilisation, les outils, puis d'aider les gens à se développer eux-mêmes au final, au lieu de trouver quelque chose pour patcher leurs problèmes. Exact. Mais de devenir carrément une autre personne ou une personne plus avancée, plus talentueuse, c'est fondamental. C'est une belle philosophie. Et en plus, qui n'aime pas danser, qui n'aime pas chanter, qui n'aime pas les autres et le monde. Et il peut y avoir des gens qui me disent, moi, j'aime pas danser, moi, j'aime pas chanter. Mais oui, mais si on te met ta chanson préférée, tu vas la chanter. Si on te met ta chanson préférée, tu vas la danser. Donc oui, tu aimes ça. Tu peux pas dire que tu n'aimes pas ça. C'est inné aussi. Ça fait partie de la nature. J'allais te dire quelque chose, mais j'ai oublié. Thalia, tu as partagé avec nous énormément de sagesse, vraiment plein de belles perles. Je te remercie beaucoup. Je voudrais te demander, y a-t-il une dernière chose que tu aimerais, une dernière pensée que tu aimerais partager avec l'audience? Comme je dis, je suis en constante recherche de plusieurs choses. Et pour conclure avec l'étape que j'ai dit qui m'a marquée aussi, quand je fais face à la mort de mon être cher, qui est ma mère, c'est de se permettre de reconnaître qu'on est des êtres susceptibles, vulnérables, fragiles, mais qu'on a, dans tout ça, on a la capacité de nous revendiquer avec toutes les forces opposées qui sont les forces positives à ça. Parce que ça n'existe blanc sans noir, ça n'existe pas négatif sans positif, lumière sans... Voilà l'autre potentiel, le potentiel de la dualité. Ah, OK, bon. Le potentiel de la dualité, le potentiel féminin-masculin. OK. Ouais. Donc, tu vois, je reviens à ça. Ça n'existait pas. Alors, j'invite les personnes que les personnes se sentent qui ont besoin d'aller à la recherche de quelque chose pour une transformation, je suis là comme personne ressource pour les aider. Mais si tu sens que tu n'es pas en situation de vulnérabilité, que tu te sens très bien, mais que tu veux optimiser ça,
aussi tu es le bienvenu. Parce que c'est pas juste quand on est au fond qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide. C'est aussi quand tu te sens bien puis que tu veux potentialiser ça pour pouvoir mieux partager ton état de vie. Ça va élever les fréquences de notre humanité, ça va élever les fréquences de notre vibration universelle, cosmique et quantique. On ne devrait pas attendre à être dans le fond pour aller à la surface, c'est plus long. En plus, c'est tellement agréable de vivre l'expérience de transformation, de quoi que ce soit, par le chant, par la danse, par la conscience, par le mouvement, par les sons, par l'univers, par l'être humain lui-même. Une invitation ouverte pour que ça soit dans un cas ou dans l'autre. Ouais. J'offre des ateliers de groupe, des accompagnements individuels, en ligne, présentiel. Je suis là. Parfait. Thalia, merci beaucoup. Donc, vous avez l'invitation, si vous voulez venir au Centre SOA ou aller voir Thalia directement, vous êtes invité à votre transformation. thalialeos.com. thalialeos.com. Parfait, vous pouvez aller visiter. Merci beaucoup d'être avec nous, Thalia. Merci beaucoup, Robert. Merci à toute l'équipe. Merci au Centre SOA. Merci, bienvenue.